on a vu l'importance de la plasticité cérébrale. Le fait que le cerveau du jeune enfant va se structurer littéralement avec son environnement. Et que dans ce cadre-là, on a évoqué la notion d'exemplarité. Puisque le cerveau se structure avec son environnement, eh bien, l'environnement doit être de grande qualité et exemplaire, nous y compris, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, dans notre façon de réagir, notre façon d'être, en fait, en général. Et je répète, c'est une banalité. On peut vite balayer ça en se disant oui, bon, d'accord, mais en fait, tout se situe là, en fait. Quand j'ai annoncé sur le groupe Facebook qu'on ferait des questions-réponses ce matin, il y a eu des personnes qui m'ont dit mais on aimerait avoir plus de choses, de contenu, à nouveau, c'est intéressant, comme on a toujours cette tendance à se raccrocher à l'extérieur et à vouloir plus. Mais plus, ce serait complètement dilué, ce serait complètement passé à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, il est là, quoi. Prendre conscience que le cerveau de l'enfant se structure avec le monde et avec ce que nous sommes, pas avec ce que nous racontons à l'enfant ou nous lui disons. Il va se structurer avec ce que nous faisons, ce que nous sommes. Et tout est là. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait presque arrêter, poser le micro et se dire bon ben voilà, maintenant chacun est renvoyé à sa propre responsabilité. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Donc évidemment, l'exemplarité, l'importance de la richesse de l'environnement et des challenges que propose l'environnement. Ça aussi, on a vu ça ensemble cette année. Quand on a abordé, justement, dû à la grande plasticité cérébrale du cerveau, on a vu que très rapidement, l'enfant engrammait un très grand nombre de statistiques et de probabilités et qu'il était capable, à quelques mois de vie, de détecter les irrégularités dans le linguistique, les irrégularités physiques. Donc, il était capable de s'étonner très rapidement d'une faute de grammaire dans une langue étrangère qu'il aurait entendue à 3 mois de vie seulement pendant 15 minutes, ou d'être capable à 9 mois de détecter la vitesse et la trajectoire des objets. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Et dans cet environnement de qualité, où les adultes sont exemplaires, d'avoir des propositions d'activités qui soient ambitieuses et challengeantes. Et là aussi, je pourrais m'arrêter. Parce que ça, en fait, il faudrait le répéter et ne répéter que ça dans les centres de formation. Parce qu'après 1 an de travail dans les classes et de montage, le montage des vidéos m'a beaucoup aidé, m'aide à prendre beaucoup de recul parce que je vois les enfants désemparés avec les activités qui ne conviennent pas. Pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes et bien pensées. Les enseignants font des choix la plupart du temps qui sont vraiment, qui sont pensés, structurés, mais qui sont très, très, très en dessous des capacités de l'enfant. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point qu'on a abordé cette année, qu'on a travaillé, puisqu'on a beaucoup trié ensuite les classes, mais n'oubliez jamais ça. Même quand vous pensez être au niveau, parce que vous avez augmenté le niveau de challenge, eh bien, pensez que quand même, on est toujours en dessous. On est toujours en dessous. Et quand vous proposez quelque chose à l'enfant, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je vous invite vraiment à le faire. Ce que je propose, je ne sais jamais si c'est... Je me dis, peut-être là quand même, c'est un peu trop, j'exagère. Et bien, à chaque fois, je suis surprise et non. Si vous n'êtes pas dans ce moment de déstabilisation, en disant, peut-être que là, c'est trop, et bien, peut-être que c'est vraiment pas assez. Soyez toujours dans ce moment de déstabilisation. C'est dans ces moments-là que vous apprenez et que qu'on rencontre mieux l'enfant, en fait. Parce qu'on se force à sortir de nos croyances et de nos préjugés. Et la grande difficulté de l'éducation, pour moi, le creuset, en fait, de toute l'incompréhension et de l'échec scolaire, pour moi, il est là. C'est dans tous ces préjugés qu'on a qui nous empêchent de rencontrer et de voir l'enfant tel qu'il est. Dans cette incompréhension de ce qu'il est, de ses grandes capacités. Donc,
Vraiment, vraiment, je vous invite à continuer de proposer des choses très ambitieuses. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce qu'on risque? De se retrouver avec une vingtaine de pères dieux qui nous regardent complètement désemparés. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On ne comprend rien. Et puis, c'est pas grave. On en rit, on met la proposition d'activité de côté ou le sujet de côté. Et puis, on a les talons. OK, là, c'était trop. Mais il faut aller pousser, chercher. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Toujours plus loin. Parce qu'on sera toujours en dessous. Moi, en tout cas, je suis toujours en dessous. Et après cette année, donc c'est vraiment le constat que je fais, ça donne envie d'aller encore plus loin dans ce qu'on propose aux enfants parce que ils absorbent, quoi. Marie en parlera tout à l'heure, en mathématiques, il y a des choses très étonnantes quand même qui se sont passées sans même qu'on travaille ça. Parce que Marie a osé dire, OK, bon, allez, on propose des additions complètement aberrantes par rapport à leur niveau préjugé. Et puis ça se passe quand même. Mais ce n'est vraiment que dans ce moment de déstabilisation que des moments de grâce arrivent. Dans ces moments où vous pensez qu'en fait ça sert absolument à rien ce que vous faites parce que c'est beaucoup trop, et c'est là qu'on est surpris. C'est là qu'on fait notre métier et c'est là qu'on rencontre l'enfant. Pourquoi j'insiste comme ça? C'est parce que je sais que quand on repart après dans les classes, on reprend ses habitudes, on va peut-être aussi se remettre, si vous êtes isolé dans vos écoles, au niveau de ce qui se fait dans les autres classes. Non, non. Ça dérange, tant pis. Vous n'êtes pas là pour rassurer les adultes, on est là pour servir les enfants. Dans tous ces éléments qui vont structurer l'intelligence de l'enfant et dans notre capacité d'être auprès d'eux, vraiment, ce qu'on a vu, qui était un des facteurs le plus déterminant, c'est les interactions. Les interactions avec l'autre, l'adulte, les plus grands aussi. Parce que bien sûr, le langage est important pour structurer l'intelligence et le développement du QI. On a pu faire la corrélation avec ça. Mais il ne suffit pas de parler à l'enfant. De l'inonder d'un langage soutenu, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça qui va être le plus déterminant. C'est vraiment les interactions. Et les interactions même non verbales. C'est le fait d'interagir avec l'enfant, d'être dans une relation en fait. Donc je rappelle à quel point nous sommes des êtres de lien. Il ne faut pas l'oublier ça non plus. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, je sais que tout ça est impalpable. Je sais que c'est immatériel. Mais l'essentiel est là. Gardez toujours ça en tête. L'exemplarité, le challenge et les interactions, être en lien avec les enfants. Et évidemment, un bon niveau d'interaction. Évidemment que ça joue. C'est-à-dire faire des réponses langagières ou des réponses non verbales qui fassent sens, qui soient pertinentes avec le moment, avec ce qu'a proposé l'enfant. Évidemment, ça a son importance. Et parmi les facteurs qui vont moduler la plasticité cérébrale, donc permettre qu'il y ait un grand foisonnement et une grande spécialisation neuronale, donc efficace, bien sûr, c'est par les interactions, mais ça vient aussi de l'intérieur, grâce à la motivation endogène. On en a parlé. Au début, la question qui m'a été posée et que vous vous posiez, c'était « mais comment on fait pour faire rejaillir cette motivation endogène ?» Et après cette année qu'on a passée ensemble, je pense que quand même certains ont perçu que cette motivation endogène, déjà, pour la plupart des enfants, elle revient sans rien faire, sans embêter l'enfant, simplement nous, en changeant le niveau d'activité, en remettant des activités challengeantes, qui fassent sens, qui soient culturellement sensées, et pas didactiques. Et là, la motivation endogène revient, parce que c'est naturel. S'il n'y a pas de motivation, l'intelligence ne se développe pas. C'est un moteur biologique. Un enfant qui n'a pas de motivation, c'est pas normal. C'est pas normal. Et le problème, c'est pas lui, c'est l'environnement. Faut lâcher la grappe aux enfants véritablement là. J'espère qu'aussi ça c'est quelque chose que vous avez ressenti pendant cette année. La plupart,
En tout cas, moi, ce que j'ai vécu à Gennevilliers, ce qu'on a vécu avec Marie, Vania, Vanessa, à chaque fois, les choses se règlent, la plupart du temps. Elles se sont réglées à chaque fois avec des changements environnementaux. Des activités remises à niveau, une classe réarrangée, on ouvre l'espace, la posture de l'adulte qui change, un manque de sommeil. Ça aussi, c'est pas à cause de l'enfant. Donc, faut vraiment, j'espère que c'est quelque chose que j'ai pu vous transmettre cette année-là, l'importance et peut-être la prévalence des facteurs environnementaux. Donc, même pour cette motivation endogène si difficile qui nous questionne tous et qui pose tant de problèmes aujourd'hui, c'est notre problème. L'enfant ne fait que nous renvoyer en miroir toutes nos incohérences et l'incohérence de la société. Quand nous le regardons et qu'il nous gêne, réfléchissons en fait à ce qu'il nous renvoie comme message de à propos de notre incohérence, à propos de la non-pertinence de ce qui lui est proposé, ou de nos fonctionnements. Donc la motivation endogène. On a vu que ça nécessitait l'autonomie, puisque chaque enfant n'aura pas la même motivation au même moment et pas la même durée non plus de motivation sur les activités qui l'intéressent. Eh bien, l'autonomie est nécessaire. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des activités imposées de temps en temps à des petits groupes d'enfants qui par des tours, vont chacun à leur tour y passer. Mais globalement, l'autonomie n'est pas négociable. Puisque l'être humain fonctionne par motivation endogène, il faut pouvoir lui permettre d'être autonome pour qu'il aille chercher, au moment où cela lui est nécessaire, les éléments dans l'environnement qui vont le nourrir. L'engagement actif et l'erreur vont aussi moduler et faire foisonner cette plasticité cérébrale. Ça aussi, ce n'est pas une opinion. Pourquoi l'engagement actif ? Parce qu'il n'y a que, et ça je vous le renvoie à vous, il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Parce qu'en étant engagé, l'enfant va faire des projections sur le monde extérieur, des projections qui naissent de toutes les probabilités statistiques qu'il a engrammées grâce à sa plasticité cérébrale. Il les projette sur le monde extérieur en se disant, bon là, a priori, c'est plutôt ça qui devrait se passer avec tout ce que j'ai vécu auparavant. Bien sûr, c'est inconscient. Et c'est quand il y a un décalage entre sa projection et la réalité qu'il y a l'effet de surprise, une activation électrique forte au niveau neuronal et donc une réorganisation neuronale. Donc s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de réorganisation neuronale. Et on reste complètement emmuré dans nos croyances. C'est le cas pour les enfants, mais c'est le cas pour nous aussi. Sauf que les enfants, ils ont grande facilité à abandonner un préjugé, une croyance, une projection, et puis constatant la réalité qui renvoie le même signal d'erreur, eh bien ils changent de croyance. Nous, c'est plus difficile. Et pourtant, il n'y a que ça à faire. Et là aussi, on touche du doigt quelque chose de capital. Notre capacité à faire complètement voler en éclats nos croyances. Parce que je sais bien qu'on vous a montré des enfants qui, du jour au lendemain, ont été transformés. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Des enfants pour lesquels un diagnostic avait été presque posé d'enseignements spécialisés qui devaient se mettre en place, d'enfants avec de trop grandes difficultés, d'enfants perturbateurs, et puis en simplement changeant l'environnement, en reproposant des activités plus adaptées, paf, ça change, l'enfant change de visage, etc. Ça, vous l'avez vu, ça vous a surpris. Mais la différence entre un enfant et nous, sauf ceux qui, parmi nous, ont gardé une âme d'enfant, eh bien, c'est que nous sommes étonnés, et puis après, on repart dans nos habitudes et on reprend nos anciens systèmes de croyances.
Il faut se battre contre ça. Ça nous fait du tort et ça fait grand tort aux enfants. Et à nouveau, c'est plus essentiel tout ça que le matériel pédagogique ou que la méthode ou toute la pédagogie que vous voudrez bien mettre en place. C'est là que se situent les leviers pour véritablement aider nos enfants. Réussir à regarder l'enfant et la classe comme... on fait toujours des projections, mais réussir à le faire, avoir un regard qui n'est pas juste le regard des yeux. Faire converger le regard sensoriel et le regard du cœur. Regardez, en ouvrant toutes vos antennes et en laissant le mental de côté. C'est ça qu'il faut réussir à faire dans une classe. Tout le temps. Et lorsqu'on part, c'est comme la méditation, lorsqu'on est un petit peu rattrapé par le mental, et ça arrive constamment, et bien simplement revenir à ce regard, à cette présence. Et parce que quand on est dans cette présence-là, on ne peut avoir que des gestes et des réponses extrêmement justes, extrêmement efficaces et extrêmement vertueuses et porteuses qui vont générer dans la classe un véritable élan et vont enclencher, ce sont des gestes et des réponses pédagogiques qui vont enclencher un cercle vertueux. Alors on dit que c'est magique et c'est là où on touche du doigt, je vous disais, la critique qui avait pu m'être faite à Gennevilliers, en disant, effectivement, les résultats sont assez étonnants, très, très positifs, mais c'est elle. C'est parce que c'est elle. Et je vous disais, oui, je l'assume complètement, parce que cette posture que j'ai eue, ça s'appelle l'effet maître, et j'ai la prétention de penser et qu'il faut le transmettre et qu'on peut le transmettre, et peut-être que cette année, on a commencé à transmettre ça. Et ça se situe dans ce que je viens de vous dire là, dans cette présence pleine, entière, où le mental est laissé un petit peu de côté et où on fait converger le regard sensoriel, les yeux, et le regard et la pleine attention du cœur. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Tant pis pour ceux qui pensent que ça fait un peu mystique, mais le secret, il est là. Le secret, il est là. Et c'est ce qui permet, comme Vanessa l'expliquait la session dernière, quand on est dans cette présence-là, eh bien sûr qu'on a, et c'est ce que j'ai fait avec vous à l'accompagnement, bien sûr qu'on a nos objectifs dans la journée et sur l'année. On sait où on veut emmener les enfants. Et c'est capital. On ne va pas se laisser balader. Hein. Et se laisser balader par ce que les enfants demandent ou ce que les enseignants vont demander. Non. Même il faut continuer à driver. On sait où on va. Mais quand on est dans cette posture d'accueil et de présence, on est capable de sentir quand même il y a quelque chose qui est en train de se passer là, qui n'était pas prévu, mais qui fait partie du programme quelque part. Ces surprises-là font partie de notre programme. Il faut juste être capable de filtrer ce qui est intéressant là à accueillir et à porter. Mais ça, on ne peut le capter que dans cette posture-là. Si on est dans le mental, ok, aujourd'hui je dois faire ça, il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie ça, et puis lui il m'embête, et tatata, et puis ce qui mène... Là, on passe à côté de tout. On finit la journée fatigué, et même si on a une classe qui fonctionne sur l'autonomie de l'enfant, même si on a des super activités, on finit fatigué, et on est passé à côté des enfants, et ils rentrent à la maison... Ils n'auront rien à... Enfin voilà, leur journée, ça n'aura pas fait une différence, quoi. Ils ne vont pas venir à l'école en courant le matin. Ce qui fait que les enfants, et je suis sûre de moi maintenant, et encore plus que jamais après cette année qu'on a passée ensemble, parce que les résultats de Gennevilliers et les retours des parents ont été reproduits au mot près, je sais que ça vient de cette posture-là. Parce que quand on est comme ça, on transmet quelque chose aux enfants qui font qu'ils se sentent extrêmement reconnus dans leur singularité, reconnus dans leurs besoins de lien, reconnus dans leur grande capacité,
Et peu importe les activités que vous avez, Montessori, pas Montessori, Grims, pas Grims, ils vont repartir de l'école plein de joie, rayonnants, et ils vont faire comme ce que vont dire les parents tout à l'heure. Ils vont vous dire, le vendredi soir, en arrivant à la maison, ils vont commencer à dire « Ok, combien reste de dodo avant de retourner à l'école lundi ?» Parce qu'ils ont envie que ça arrive. Et le dimanche soir, ils sont tout excités de retourner à l'école. Mais ils ne viennent pas pour les activités. Ils viennent pour retrouver ce lien, cette connexion porteuse, ce regard que vous portez sur eux qui fait qu'ils sont capables de tout et qu'on vit des véritables moments de grâce en classe. On a vu autre chose de très important et qui est complètement lié à cette posture. La maternelle va être véritablement le temple du développement et du réajustement des fonctions exécutives. Ça, j'espère que vous l'avez bien ressenti. Je sais que vous l'avez compris, mais j'espère que vous l'avez ressenti, que c'était notre mission et que ce n'était pas facile et que ça demandait de saisir un peu les enfants. Et que ça aussi, c'est un point qu'on a évoqué ensemble. Le glissement qu'il peut y avoir avec cette tendance actuelle, lorsqu'on parle de pédagogie positive, pédagogie bienveillante, etc., où on est vraiment, on pense qu'il ne faut être que dans l'accueil, servir l'enfant, le suivre, et ce serait lui faire grand tort quand il n'est pas dans son axe. Et nous, en maternelle, eh ben, quelque part, on lâche un petit peu l'habit de l'enseignant et on devient, pendant quelques mois, de vrais rééducateurs. Et on coach, et on drive, et on saisit, et on va aller réveiller les énergies comme ça intérieures, créatrices de l'enfant. Et le mot, je l'utilise en conscience, parce que quand les fonctions exécutives sont bien en place et bien développées, solidement développées, c'est créateur d'intelligence. C'est créateur dans le sens premier du terme. Les enfants vont être capables de créer des choses, d'aller au bout de leurs objectifs et de créer de nouvelles manières de faire parce qu'ils vont être capables de dépasser des difficultés. Donc oui, aller réveiller en l'enfant ces énergies créatrices. Et ça, il faut aller le chercher. On ne va pas rester à côté les bras croisés, en étant gentil et bienveillant. Non, la bienveillance, c'est aussi dire là, les enfants, ça ne va pas. Et on va travailler, on ne va travailler que ça. Et s'il faut être ferme, on va être ferme, parce que c'est maintenant que ça se passe. Donc ça aussi, j'espère que c'est quelque chose que j'ai pu vous transmettre et que vous avez pu vivre cette année. Et si vous ne l'avez pas vécu cette année, parce que vous êtes plus là cette année, vous prenez des informations, puis vous verrez ce que vous en faites l'année prochaine, gardez bien ça en tête. Si vous vous lancez dans cette entreprise-là, basée sur l'autonomie de l'enfant, en maternelle et encore plus en primaire, sachez, ayez conscience, je ne suis pas là pour vous mentir, il faut vous retrousser les manches, il faut être bien dans votre vie, il faut être bien ancré, parce que vous, à ce moment-là, le pilier, c'est vous. Les enfants, à ce moment-là, sont sans structure intérieure. Ils vont se raccrocher à une structure extérieure. La structure extérieure, c'est vous. Donc, il faut être bien solide. Il faut savoir pourquoi on est là. Il faut savoir où on va. On n'est pas là en touriste, en maternelle. Puisque, je le rappelle, les fonctions exécutives, ce ne sont pas des compétences cognitives comme les autres. Ce sont véritablement ce que la recherche considère aujourd'hui comme les fondations biologiques de l'apprentissage. Mais pas que. Comme le disait Adele Diamond, qui est une grande spécialiste neuroscientifique de ces sujets-là, elle dit, voilà, pour résumer des années de recherche, en fait, ce qu'elle dit aux parents, c'est si vous voulez que votre enfant soit heureux à l'école et dans la vie, eh bien, permettez-lui de développer de bonnes fonctions exécutives. Voilà, c'est tout. Et comment ça se développe ? Eh bien, à nouveau, par l'autonomie. L'autonomie.
pour qu'on se remémore, parce que je pense que c'est une des slides les plus importantes qu'on a vues pendant 8 journées. La partie grisée, c'est la première année de vie. Donc vous voyez les grands foisonnements neuronaux qui se produisent. Donc c'est le moment où le cerveau, quelque part, attrape le monde extérieur. On a le langage qui est très très haut la première année de vie, le sensoriel qui est très haut dans les premiers mois de vie. Et puis quand ça descend, je vous expliquais, ça veut dire qu'il y a moins de neurones, donc c'est qu'il y a élagage. Ça veut dire spécialisation. Le cerveau est déjà en train de se spécialiser. C'est pour ça qu'après 1 an de vie, vous voyez le pic du langage, dès la première année de vie, entre 9 mois et 1 an, ça chute le niveau de connexion synaptique dans le cerveau parce que l'enfant est en train de se spécialiser. C'est ce qui fait, la recherche l'a montré, qu'après 1 an de vie, avant 1 an, l'enfant est capable d'entendre tous les sons des langues de son environnement, et après 1 an, il n'est capable que d'entendre les sons qui ressemblent à la langue de son milieu. Donc, avant 9 mois, l'enfant est capable de tout apprendre, toutes les langues du monde, avec la même facilité. À 1 an, il est spécialisé. C'est vraiment important d'entendre ça. Je sais que c'est violent, mais il faut entendre que à la fin de la première année, ou un peu plus tard, disons, allez hop, 1, 2, 3. Allez, la 3e année, c'est au début du trait vert, quand il entre à l'école maternelle, le langage et le sensoriel, c'est spécialisé. On n'est plus dans une phase de création. C'était avant. Là, on n'est même plus dans une phase de spécialisation. On est dans une phase d'affinement peut-être. En tout cas, de remédiation, c'est sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder. Quand un enfant maternel arrive avec un retard de langage, il ne faut pas le lâcher. Parce que la plasticité continue à diminuer pour atteindre le niveau de l'adulte à 5 ans. Dans ces sphères-là. Bien sûr, le cerveau reste plastique toute la vie globalement, et c'est pour ça qu'on apprend continuellement. Et vous voyez que par contre, à l'inverse, regardez la courbe des fonctions cognitives supérieures, donc y compris des fonctions exécutives, on est en plein dedans. On est encore dans la partie de création. Ça commence à se spécialiser, mais on est encore dedans. C'est ça notre travail. Le job de l'école maternelle, c'est ça. Donc s'il y a des formateurs dans la salle, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, je ne sais pas, des personnes qui peuvent partager cette information, faites-le. Mais ça n'ira pas. Ça ne suffit pas de savoir que la maternelle, c'est le temple de développement des fonctions exécutives et de réajustement. Si on n'a pas la posture dont j'ai parlé tout à l'heure, ça ne sert à rien. Parce que quoi ? Qu'est-ce que vont faire les enseignants ? Sinon, ils vont à nouveau déléguer à l'extérieur, mettre des activités pratiques, faire du Montessori, faire je ne sais pas quoi. Et bien sûr, il y aura un impact, parce que les activités seront quand même plus structurées, avec un objectif, contrôle de l'erreur, etc. Bien sûr qu'il y aura un impact. Mais il ne sera jamais aussi puissant que si vous avez cette posture-là qui va être capable d'individualiser, d'aller chercher chaque enfant et d'adapter continuellement ce que vous êtes en train de faire en fonction de ce qui se présente. Donc la connaissance n'est pas suffisant. C'est capital, mais ce n'est pas suffisant. Donc finalement, pour continuer la métaphore, quand je disais il faut réussir dans la classe pour avoir la bonne posture, de faire converger le regard physique et le regard du cœur, peut-être qu'il y a une 3e chose. Peut-être faire converger les yeux, la tête, la connaissance et le cœur. Et c'est parce que ces 3-là convergent qu'on est dans de l'orfèvrerie pédagogique et relationnelle. Connaissance et présence et observation. Une autre phrase importante, je pense, qui a été dite pendant ces 7 journées, c'est celle du Centre de développement de l'enfant de Harvard. Offrir aux enfants les moyens de construire ses compétences à la maison, dans les programmes d'éducation précoce et dans tous les autres contextes où ils vivent régulièrement, est l'une des plus importantes responsabilités de la société.
Vous voyez pourquoi je vous dis quoi du contenu? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On n'est déjà pas capable de faire ça, alors que c'est la base. Je ne vais pas, je vous disais, et je ne ferai jamais ça, je ne ferai pas partie de ces gens qui vont combler votre besoin d'aller chercher plus, de consommer de l'information. Non, non, non. Bien sûr que c'est difficile, parce que ça demande quoi, ça? C'est pas dans une méthode qu'on va les trouver, c'est à l'intérieur. Ça demande de se regarder, de revenir en soi, de revenir en sa posture, de rencontrer l'enfant. C'est le plus difficile. J'aimerais vous dire, écoutez, j'ai la méthode. Vous allez mettre ça en place, tel matériel à tel âge, c'est bon. C'est bon, ça va rouler. J'aimerais vous dire ça. C'est plus facile. Mais c'est faux. La méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Alors oui, c'est dur. Parce il faut être sacrément autonome, et on en parlera tout à l'heure, du coup, pour mener sa barque. Parce que la méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode, bon sang. La méthode, c'est être en présence et en connaissance. Et puis y aller avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Et rester sur les fondamentaux. Ne pas se perdre dans des choses extérieures. Oui, mais... Ça me tient à cœur parce que je le savais à la fin de Gennevilliers, mais vraiment, après l'année qu'on vient de passer cette année, après ce que j'ai vu dans la classe de Marie, dans les classes de Vania et Vanessa, alors là, j'ai envie d'enfoncer le clou encore davantage, parce que tout se passe là. Dans tous ces essentiels que j'évoque depuis ce matin, et celui-ci, quelque part, les choses se situent dans notre capacité à résister à cette tentation de se laisser absorber par tout plein de peur. Oui, mais il n'y aura pas assez. Oui, mais il faut que je propose ça aussi. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Le plus important, c'est que nous réussissions à dire « Ok, non. L'essentiel, il est là et je ne vais pas lâcher. Et je reste là. » Et bien sûr que c'est difficile. C'est difficile. Parce que derrière, il y a le parent qui pose des questions, il y a peut-être l'inspecteur, il y a peut-être les collègues. Bien sûr que c'est dur. Et on en parlera aussi tout à l'heure de ça, avec Gwenelle, qui a une problématique très intéressante à ce sujet. Mais là, ça se situe là aussi. On ne va pas se raconter d'histoire. Une fois qu'on sait où se situe le problème, faut y rester. Et ça demande du courage, et ça demande du caractère, et ça demande de l'autonomie. Pas à l'enfant, à nous. Encore une fois, le problème de l'éducation, ce n'est pas l'enfant qui n'arrive pas à apprendre. Le problème de l'éducation, c'est l'adulte qui a beaucoup de mal à se concentrer sur l'essentiel. Le sommeil, comme grand modulateur de la plasticité cérébrale. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important qui a été dit. Il est bon de répéter tout ça. Et il est nécessaire de répéter tout ça. Il y a des enfants pour lesquels l'environnement, le facteur environnemental, il n'est pas dans la classe, il est à l'extérieur, le premier. Des enfants qui manquent cruellement de sommeil. Mais avec cet enfant-là, il n'y a qu'une chose à faire. C'est se battre pour qu'il dorme. Mais à la maison, bien sûr que c'est difficile. Mais si on veut l'aider, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut voir avec les parents comment faire, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut trouver une manière. Et on la trouvera. On la trouvera. Parce que donc je vous disais que le sommeil, surtout chez les enfants, même pour nous c'est pareil, a une fonction d'élagage synaptique, donc de spécialisation de ce qui a été, et d'ancrage de ce qui a été fait dans la journée, expérimenté. S'il n'y a pas de sommeil, la recherche l'a montré, la rétention n'est pas la même. Vous vous souvenez, je vous disais que pour les enfants, juste avant une phase de sommeil, la masse corticale est beaucoup plus épaisse qu'après la période de sommeil. Parce qu'il y a eu beaucoup de connexions neuronales. Donc ça crée une masse corticale assez épaisse. Et avec le sommeil, le cerveau trie, élague, fait le ménage. Et quand l'enfant se réveille, la masse corticale est plus ténue et moins dense. Ça ne veut pas dire qu'il sait moins, ça veut dire qu'il sait mieux, il s'est spécialisé pendant la phase de sommeil. Il a ancré ce qui était nécessaire et ce qui faisait sens.
Ça aussi, je vous en avais parlé. Le cerveau est quand même extraordinaire. Il retient ce qui fait sens. Ce qui a juste été didactique, comme les noms des lettres de l'alphabet, il a du mal à retenir. Par contre, le son des lettres, parce qu'il a bien compris que ça lui permettait de lire des mots, donc tout ça étant dans un sens, dans un contexte qui fait sens, eh bien le cerveau va retenir. C'est pour ça qu'il retient plus vite. Donc le sommeil, ne pas lâcher ça. Et à nouveau, cet essentiel-là ne sera bien traité que si vous êtes dans cette posture dont je parlais tout à l'heure, avec le parent, cette fois-ci. On sait où on veut aller, on veut que l'enfant dorme mieux et dorme plus. Ça, c'est notre drive. Mais après, il faut rester dans une posture d'accueil, d'écoute, de voir où en est l'adulte qui est l'adulte qui est en face de nous, où il en est, quelles sont ses problématiques, et comment, avec ça, on compose pour atteindre l'objectif. Mais ce n'est pas sans ça. On ne va pas atteindre notre objectif en écrasant tout au passage. Jamais, jamais. Donc, encore une fois, la tête, les yeux, le cœur. Les expériences sont très claires. Chez l'enfant de maternelle, même une brève sieste dans l'après-midi améliore l'apprentissage de la matinée. Pour un bénéfice maximal, le sommeil doit survenir dans les heures qui suivent cet apprentissage. Ce bénéfice, toutefois, n'existe que chez les enfants qui font régulièrement la sieste. Évidemment, il ne faut pas forcer un enfant qui n'a pas envie de dormir. Il ne semble donc pas utile de forcer tous les enfants à dormir, mais seulement de laisser dormir ceux qui en éprouvent le besoin. Notre cerveau régule naturellement son besoin de sommeil en fonction de la quantité de stimulation nouvelle de la journée. Et autre citation à ce sujet, « Ce n'est qu'une hypothèse, mais les arguments s'accumulent. Une fraction non négligeable des enfants hyperactifs et atteints de troubles de l'attention pourrait ne souffrir que d'un manque de sommeil. Chez certains, on détecte des troubles de la respiration qui les empêchent de plonger en sommeil profond, et un simple dégagement des voies respiratoires suffit parfois à faire disparaître non seulement les troubles du sommeil, mais aussi ceux de l'attention. Il ne fait aucun doute que l'amélioration du sommeil constitue une intervention efficace chez tous les enfants, et notamment ceux en difficulté scolaire ou qui présentent des troubles des apprentissages. » Les principes que j'ai évoqués là, et qu'on a évoqués les 3 premières journées, ne sont pas les principes d'une méthode. Ça aussi, je tiens à le rappeler. Parce que cette année aussi, alors vous ne l'avez peut-être pas vécu, mais moi je l'ai vécu, j'ai eu quelques animosités d'experts montessoriens. Ça a été un peu violent. Donc je tiens à le rappeler, on est en conflit avec personne, on ne prend rien à personne. Ce n'est pas mon objectif, jamais. C'est juste que ces principes-là n'appartiennent à personne. Et que ce ne sont pas ceux d'une méthode, ce sont ceux de l'enfant. Ce sont des invariants du bon développement humain. Voilà. Et il serait temps de le voir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Eh bien, on a mis le bazar dans les couloirs. Ça aussi, je me souviens. Est-ce que vous vous souvenez ? Maintenant, j'en ris, mais sur le moment, j'avais été un peu saisie. Le lundi, après le premier week-end d'accompagnement, les inspecteurs, les conseillers étaient tétanisés. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils mettent tout dans le couloir, 2 jours de formation, d'accompagnement, ils changent tout, c'est trop rapide, il n'y a plus rien dans les classes. Donc ça, c'est un moment marquant quand même de notre année passée ensemble. Mais c'est génial parce que ce n'était pas juste du tri. C'est tellement lié avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un moment où on a fait voler en éclats plein de croyances. C'est un moment où vous avez été, je pense, c'est le moment de l'année, pour ceux qui se sont lancés là, où vous avez été le plus courageux. Vous avez pris vos années et vos années d'enseignement et vous avez dit « Ok, je fais quoi de tout ça ?» J'aime à penser que quand on commence à faire ce chamboulement-là, ce grand tri, on est en cheminement d'abandonner quelque part un peu le métier qu'on faisait avant.
Et c'est presque c'est un tri initiatique. On n'en ressort pas pareil. Donc, juste pour ça, je voudrais vous dire bravo, parce que je sais que ça a été difficile. Et bravo aussi aux personnes qui vous ont entouré, les directeurs, qui ont essayé de garder leur calme et leur confiance. Et pourquoi on a fait tout ce tri? C'est pas tombé du ciel, c'est pas arbitraire. On a trié pour favoriser l'autonomie de l'enfant, puisqu'on a vu que tous les paramètres pédagogiques qui allaient moduler et optimiser la plasticité cérébrale étaient sous-tendus par l'autonomie de l'enfant. La motivation endogène, l'engagement actif, la capacité à faire des erreurs, enfin la possibilité de faire des erreurs, de se corriger. Donc on a trié pas parce que juste pour trier. On a trié parce qu'il fallait faire de la place aux enfants. Et symboliquement, c'est fort. On a trié dans nos classes pour faire de la place aux enfants. Enfin. Et même si ce qu'on est en train de dire là, c'est extrêmement logique, ça a beaucoup dérangé. Quoi, tu sors ton bureau? Et vous voyez bien que dans la question que la personne vous pose à ce moment-là, elle est dérangée dans ses propres pratiques. Non, s'il te plaît, ne sors pas ton bureau, parce que moi, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, moi, dans ma classe? Qu'est-ce que ça dit de moi quand tu sors ton bureau? Donc, il faut aussi bien avoir en tête que même si ce n'est pas ce qu'on veut faire ni dire, que quand on fait tous ces changements-là, c'est normal qu'il y ait des réactions en face, même si on ne le veut pas. Parce que ce qu'on fait renvoie à l'autre ce qu'il fait, forcément, puisqu'on change la façon dont on a toujours tous travaillé. On a aussi trié pour chercher des activités avec du challenge. Ça a été un gros enjeu cette année. Et on s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup d'activités challengeantes. C'est intéressant. En fait, on s'aperçoit que dans nos classes, il n'y a pas de place pour les enfants et il n'y a pas d'activité au niveau. Génial. Et ça a été difficile parce que trier, c'est passer sa journée à prendre une multitude de petites et de grandes décisions. Et c'est fatigant. Et en plus, ça dure plusieurs jours. Ayez ça en tête parce que vous allez forcément répondre aux questions de personnes qui vont être intéressées par votre travail. Et ne négligez pas cette phase-là quand ils vont vous poser des questions. Ayez conscience que vous avez face à vous des gens qui vont se poser tellement de questions, qui vont être complètement paumés, parce que c'est un retournement véritable. Vous l'avez vécu. On perd tous ses repères. Et dans ce moment-là, on a juste besoin de quelqu'un qui nous tienne la main, qui nous dise « T'inquiète pas, ce que tu fais, c'est juste. Ne t'inquiète pas. » Et oui, c'est dur, mais c'est juste. Les enfants ont appris à mettre la main sur l'épaule pour parler. Les enseignants ont appris à ne pas répondre. Je pense que c'est une année où on a essayé de suivre davantage par cette posture d'accueil, en abandonnant les méthodes. Eh bien, on a été davantage capable de suivre le programme de l'enfant, ce qu'il avait envie de faire. Et on s'est aperçu, comme Marie à ce moment-là, que les enfants étaient bien plus capables que ce qu'on pensait et qu'en restant avec un, ça bénéficie à plein parce qu'il y a ceux qui sont à côté, qui viennent et qui observent et qui posent des questions et qui finalement s'intéressent pour ce que l'autre est en train de faire. C'est une année où on a vécu des moments de grâce. Je pense à ce petit garçon, Amine. Et c'est souvent comme ça, c'est souvent les enfants où vraiment on se dit mais lui c'est pas possible. Et c'est le premier qui va
qui va nous dire que ce qu'on fait est juste. Pourquoi ? C'est extrêmement logique. Les enfants avec lesquels on a le plus de difficultés, je vous l'ai dit tout à l'heure, et cette année vous avez dû le ressentir, c'est ceux qui nous révèlent l'incohérence du système. Et ils le font par différents moyens. Par le mutisme, par le manque d'envie d'aller à l'école, par l'insolence, par la rébellion, par la destruction. Ils vont avoir tous des façons différentes de réagir. Mais ce sont des enfants qui nous montrent l'incohérence. À la maison ou à l'école. Mais ils ne font que dénoncer une incohérence. Donc il est logique que ces enfants-là, lorsqu'on change l'incohérence, ce soient les premiers à avoir un comportement transformé. C'est logique, on ne s'y attend pas, mais c'est normal en fait. Normal. Et il est normal, même chose, que finalement, que ceux qui s'adaptaient plus ou moins bien à nos incohérences, parce qu'ils finissent par être dans la dépendance et ils remettent totalement ce qu'ils sont à l'extérieur, leur motivation, leurs objectifs, voilà, c'est l'adulte qui décide à leur place. Ils s'acceptent ça. Donc c'est sûr qu'ils ne nous posent aucun souci, mais c'est avec eux qu'on a le plus de difficultés quand on change le système et quand on résout l'incohérence. Parce que d'un seul coup, ils se retrouvent les bras ballants. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas plus me dire ce que je dois faire ? Comment je fais, moi ? Et je ne sais pas ce que je veux faire, d'ailleurs. Et puis, je ne suis pas capable d'aller au bout. Il faut que tu me dises où est mon erreur. Et là, on inverse la situation. Ceux qui étaient en difficulté ne le sont plus. Parce qu'en fait, ces enfants en difficulté, ce sont des enfants qui sont restés connectés à leur structure intérieure, qui sont restés connectés avec ces élans créateurs et qui se défendent de notre système délétère, si ce n'est toxique, par la relation de dépendance qu'il inclut. Ces enfants-là, ce sont nos guides. Il faut savoir les regarder, les observer. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser embarquer avec eux dans tous les... Non. C'est des cadeaux. Ça faisait beaucoup sourire Vania et Vanessa quand je disais ça dans la classe. Je disais, mais... Elle me disait, tu vois, cet enfant, c'est compliqué. Je disais, cadeau, cadeau. C'est comme des baromètres. C'est-à-dire que si... Moi, je travaille... Au début, quand vous rentrez dans un environnement de classe où c'est compliqué, ciblez ces enfants-là. Repérez-les. OK. Mes thermomètres, là, ils sont là. Tac, 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 ils sont là. Commencez à changer les paramètres dans la classe et observez-les. Ceux-là. Et voyez leur réaction. Si ça commence à bouger, à se transformer, vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas la façon dont on a l'habitude de travailler, mais j'en vois pas d'autres pour véritablement tendre vers un environnement de classe plus physiologique, plus adapté au fonctionnement humain. Donc voilà, pensez émue pour ce petit garçon qui aujourd'hui est en train de... Marie nous en parlera tout à l'heure, c'est juste extraordinaire. Je pense aussi au petit Zacharia, même chose. Mais il nous retémoigne très rapidement quand, ok, c'était super, on a vécu un moment de grâce pendant 10 minutes, mais toute la classe n'a pas changé et ça me gêne encore. Il nous rappelle bien que les boulons en plastique, ça ne fait pas très sens et qu'avec ça, on fait n'importe quoi. Donc à ce moment-là, toujours la même chose. L'idée, bien sûr, on va demander de cesser ce comportement qui n'a aucun sens, mais on note bien dans un coin de notre tête que dès l'après-midi, si c'est le matin, on va retirer cette activité, si ce n'est tout de suite, et proposer dès l'après-midi quelque chose de plus challengeant à cet enfant. C'est pas demain, c'est pas après-demain ou la semaine prochaine, c'est immédiatement. Sinon, il va faire de notre vie un enfer. Et il aura raison. Et puis regardez cette photo. Où va son regard ? Il est planté droit dans le mien. Il y a deux façons de voir les choses. La première, qui est celle qu'on a le plus rapidement tendance à avoir, on se dit quelle insolence. Quelle insolence. Le panier en plastique dans la bouche, il me regarde dans les yeux. Il me regarde en plus. Voilà. Première interprétation, première façon de réagir. Deuxième, il me parle. Il me parle là, il me dit quelque chose.
qu'il s'ennuie, qu'il ne sait pas quoi faire. Il a trouvé ça, mais enfin, il espère que je ne réagisse pas trop fort. Mais voilà, il me montre et il me dit qu'il s'ennuie fort, très fort. Et que peut-être qu'il est en train de me dire que si ça continue et qu'il n'y a rien qui change, là, dans les 2 minutes qui suivent, il va trouver quelque chose d'encore plus intéressant à faire pour lui. Et qui va beaucoup me déranger. Et à nouveau, ça, vous voyez, c'est dans la posture. C'est pas dans des méthodes. Et donc l'après-midi ou le lendemain matin, hop, on me propose quelque chose de challengeant à cet enfant. Et l'enfant se calme à nouveau. Et on voit même dans sa posture, ça change. D'abord, le regard n'est plus tourné vers nous. Il regarde l'activité. Donc il est engagé dans une activité. Et puis il y a une sérénité. Il ne faut pas penser que pour tous les enfants, ça va être ça. Que pour la plupart et la très grande majorité des enfants, je vous le disais, il suffit de remettre des activités challengeantes et qui fassent sens. Mais il y en a aussi pour lesquels l'activité sera au niveau, mais ils ne seront pas capables de rester sur leur chaise. Et là, il y a encore un facteur environnemental à aller chercher et détecter. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que ce n'est pas une cause alimentaire? Et chercher, et chercher, et chercher. Et je pense que le métier d'enseignant et les écoles vont devenir de plus en plus, et je le souhaite de tout cœur, en tout cas c'est comme ça que je vois l'école à l'avenir, un lieu où différents professionnels, différents experts vont pouvoir faire converger leurs expertises pour à chaque fois déceler la cause. Et non pas voir l'enfant comme le problème. Ne plus prendre les symptômes pour des problèmes, c'est ça que je veux dire. Ne plus prendre les symptômes comme des problèmes et comme les causes. Non, le problème, ce n'est pas qu'il n'écoute pas ou qu'il n'est pas attentif ou qu'il me regardera dans les yeux insolent. Ça, ce n'est pas le problème. Ça, c'est le symptôme. Et maintenant, on va chercher le problème. Et effectivement, ça demande à l'avenir, j'espère que c'est ce qui va se construire et comme ça l'école va fonctionner, qu'il y ait plusieurs experts qui puissent faire converger leur regard. Pour l'instant, malheureusement, c'est le travail que l'équipe fait ou que l'enseignant fait seul. Donc ça, je reviens aussi sur quelque chose qui a été dit le premier week-end. Vous faites un métier de haut niveau. Un métier de haut niveau. Et oui, vous n'êtes pas considéré comme faisant un métier de haut niveau. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais il faut qu'on commence à construire et à montrer aussi, ce qu'est un métier de haut niveau, les effets que ça a quand on le pratique, pour qu'on nous donne les moyens de continuer. Nous sommes dans un moment de transition. On doit montrer. On doit montrer. Parce que beaucoup sont dans des croyances. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on fait en maternelle, de ce qu'on peut y faire. Il faut le montrer pour que les gens croient, malheureusement. Et on est dans ce moment de transition. Donc bien sûr, c'est désagréable. Bien sûr, ça fait mal. Bien sûr, on est seul. C'est normal. On est dans un temps de transition. Il faut des têtes brûlées. Il faut des gens qui enfoncent les portes pour que les portes soient ouvertes pour ceux qui viennent ensuite. On a aussi appris que ce n'était pas suffisant de tout changer, de tout trier, de tout réorganiser. Que ça ne faisait que commencer. Que ça allait être un cheminement. Et vraiment pas une méthode. Une réflexion continuelle, constante. Donc on a réajusté l'environnement en fonction de ce que montraient les enfants. On a agrandi les tapis et on a augmenté le niveau de difficulté. Mais quand même, on a pris conscience de l'ampleur de la tâche. Je me souviens de ces moments, Marie, où après le moment de grâce des premiers jours, cet appel désespéré en me disant « Je sais que tu m'avais prévenu, mais mon Dieu, c'est terrible. Je traverse le désert, mais il n'y a pas une goutte d'eau là. Hein. » On prend conscience de l'état dans lequel sont les enfants. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ils sont maintenus par une structure extérieure et pas qu'à l'école. La majorité, c'est dès qu'ils sont petits, à la maison, et l'école prend le relais ensuite.
immédiatement, la structure extérieure se met en place. Paf, on choisit à sa place, on décide à sa place. Et tu fais ci, et tu fais pas ça, et tu touches pas. Et l'objectif, c'est ça, et tu vas le faire comme ça. Même dans les cours périscolaires, dans les activités sportives, l'objectif, c'est ça. Tu vas faire ça, et tu vas y arriver comme ça. Ton erreur, elle est là. Bien sûr, ça aide quand même. Enfin, une structure complètement exogène. Et évidemment, quand on a le cran de la retirer, de dire, en fait, on retire autonomie du matin au soir. Chacun choisit son activité. L'objectif, c'est celui-là, mais pour y arriver, tu y vas, tu persévères. Mais évidemment, on se retrouve face à des enfants, mais complètement mollassons. Et perdus. Des enfants qui sont en souffrance. On regarde l'enfant, on se dit, purée, il y a du boulot. On va y aller, mais il y a vraiment du boulot. C'est dur. Et puis c'est dur pour eux aussi. Purée, c'est dur. Faut que j'attende. Faut que je retienne ce que j'ai à dire. Oh là là. Oh. Oui, c'est dur. Mais on continue. Et on ne se retourne pas pour dire à l'enfant oui. Non, on ne l'aide pas. On le laisse dans sa difficulté parce que cette difficulté-là est constructrice. Il travaille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette année, on a fait ça avec quasiment rien. Là, c'est le matériel de la classe de Marie, essentiellement. Des jeux de mémoire, jeux de construction, des puzzles, des tangrammes, 1 ou 2 smart games, des Lego, des dominos. On a fait ça avec rien. Et vous voyez, j'ai vraiment eu peur quand j'ai commencé cet accompagnement, quand j'ai vu à quel point il n'y avait rien dans les classes. Une fois qu'on avait fait le tri, je me suis dit, mais en fait, il ne reste rien. J'ai eu peur. Mais, et c'est ça, et la posture que j'ai gardée dans l'accompagnement que j'avais dans la classe, j'ai dit, ok, soit. Eh bien, c'est un cadeau, parce qu'avec rien, on va montrer qu'on peut faire mieux. Dans le dépouillement, on va se reconnecter à cet essentiel-là. Dans le dépouillement, on va mieux voir ce qui est essentiel. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est très intéressant parce qu'on a commencé les 3 premières journées et j'ai parlé des activités pratiques. Vous vous souvenez ? J'étais très maligne là, vous montrer toutes les vidéos des activités pratiques et verser ceci et faire cela. Et au final, je trouve ça génial, c'est qu'on les a quasiment pas utilisées, ces activités. Pas du tout même. Les enfants un petit peu au début, puis après ils ont lâché ça. On a travaillé, on a été plus loin que ça. Elles sont jolies ces activités, elles font plaisir à l'adulte. Et puis de toute façon, il y a plein de glissements didactiques, on en a parlé là. Avec les passoires à ruban, là, etc. Voilà, bon. On a été plus loin que ça. On a complètement transcendé l'idée de méthode et d'aspect didactique. On est allé travailler au corps l'enfant. Avec des dominos, avec des jeux de mémoire, avec des puzzles. Ok, quand tu choisis une activité, tu vas au bout. L'objectif, c'est ça. Et tu continues. Et je reste avec toi si tu as besoin, mais tu y vas. Quand il y a une erreur, tu la dépasses. Regarde, tu peux faire comme ça. Donc pour travailler les fonctions exécutives. Sans avoir besoin de matériel. Donc merci pour le cadeau. Vraiment, je vous le dis très sincèrement, parce que grâce à cela, moi, ça m'a permis d'aller dans une autre profondeur de compréhension des choses. Et même si le matériel est absolument nécessaire, on en a parlé, du matériel de bonne qualité, je suis certaine que la première année, ce serait contre-productif d'en avoir. Parce qu'on concentrerait son attention sur les présentations nouvelles, que les enfants ne connaissent pas. On concentrerait son attention sur le soin au matériel, que les enfants n'abîment pas, ne détériorent pas. Or, la première année, ils vont casser. La première année, ils vont abîmer. Ils vont faire n'importe quoi avec ça. Ils vont le détourner. Et donc, ça va nous rendre un peu fous, surtout si on l'a payé cher. Et on va rentrer en conflit avec l'enfant pour des mauvaises raisons. Or, si on prend ce qu'il y a en classe, ce qu'on a à la maison, on peut rester connecté à l'essentiel. Donc, on a fait cette année
de la contrainte, eh ben, une énorme avancée, en fait. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et c'est fort parce que ça veut dire qu'on peut traiter l'essentiel avec peu. Même si par la suite, une fois que les enfants sont dans leur axe, après maintenant, il faut nourrir d'activités et que ça demande une réflexion sur les activités qu'on met en place, bien évidemment. Mais ça ne voudra pas non plus dire à nouveau d'aller se ruer sur du matériel Montessori. Non, 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 non. Maintenant, on sait comment penser des activités haut niveau, challengeantes, où les enfants peuvent quand même contrôler leurs erreurs. On peut créer ça, on peut aller chercher à droite, à gauche, avec le filtre de la connaissance qu'on a, sans se laisser balader par des fabricants ou des gens qui nous disent c'est ça qu'il faut acheter, parce que si on n'achète pas ça, et si on n'achète pas ça de cette marque-là, eh ben, on fait pas bien les choses et on est dans le mauvais, quoi. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe avec le matériel Montessori. C'est si vous n'avez pas celui-là, c'est pas juste. C'est pas juste. L'activité, l'étagère de Marie d'activités pratiques, quoi. Une paire de chaussures qu'elle a collées sur deux plateaux, des crayons à tailler et une coupelle pour couper du papier. Et encore, ils ont utilisé surtout les lacets, finalement, je crois. Une période, et après c'est tout. Donc, pas beaucoup de matériel, bien pensé, mais pas beaucoup de matériel, beaucoup d'amour. Dans cette photo, on ne le voit pas, mais il y a beaucoup d'amour. Parce que, là, c'est une photo de la classe de Marie, mais je sais que dans vos classes, c'est pareil. Parce que là, tout ce qu'il y a là, quasiment, c'est Marie qui l'a fabriqué. Les roues, elle a été les chercher. Je ne sais même pas si tu ne les as pas achetées, celles-ci aussi. Tu es allé les récupérer, c'est ça? Ah, de sa voiture. Bah. Donc, si tu les as achetées, ou tu nous caches des choses, mais... Des pneus qu'elle a peints, les petits coussins. Ça n'a pas l'air comme ça, mais moi, j'étais complètement stupéfaite. Et j'étais très touchée de voir ces coussins parce que c'est de l'amour, c'est de l'attention. Je dis, mais t'as pris le temps de faire ça? Elle a mis une planche en bois avec de la mousse qu'elle est allée acheter, qu'elle a découpée. Elle a remis un tissu, elle a cousu en dessous. Et vous savez pourquoi? Donc, c'est assez élaboré. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Elle l'a fait pour les enfants. Et pourquoi elle est allée chercher des pneus? Parce qu'avant ça, elle avait acheté des coussins, même cousus, je crois, des gros coussins, qui avaient été mangés par les souris. Parce que dans son école, il y a des souris, et que dans l'école, on ne réagissait pas assez pour traiter les souris, parce que ce n'est pas si grave, les souris. Donc, tout le matériel et les coussins étaient mangés par les souris. Elle a été chercher des solutions. Et puis les coussins qui sont à côté qu'elle a achetés, et puis les bacs des cagettes de pommes qui sont devenues des bibliothèques, des tiroirs de bibliothèque. Donc, peu de matériel et beaucoup d'amour. Et aussi de la poésie. Avec tout ce matériel Grimm qu'on a apporté, ou pas, je ne sais pas si vous avez pu, mais en tout cas avec ce genre de matériel-là, où on a apporté ce qui manquait véritablement, profondément à Gennevilliers, vos enfants. Quand ils construisent un petit cinéma, ou peu importe, mais voilà, ils sont dans la création. Donc de la poésie, on a apporté de la poésie aux enfants. Et les Legos. Et c'est OK. Mais il faut juste penser l'espace pour. Et ils adoraient. J'étais stupéfaite de filmer dans la classe à quel point les activités de Lego étaient calmes chez Vania et Vanessa. C'était très calme parce qu'il y a un grand tapis, il y a un grand espace, c'est structuré, c'est cadré, c'est 2 enfants. C'est toujours le gros sujet. Oui, mais je fais quoi avec mes Legos? Le problème, ce n'est pas les Legos, c'est l'espace qu'on leur laisse. On en a déjà parlé, mais voilà, se remettre au niveau des capacités. On a, je pense, très explicité qu'il fallait avoir un objectif clair et le dire clairement aux enfants. Il faut leur dire où on va, il faut leur dire ce qu'on attend d'eux. Il faut que ce soit explicite, pas de secret.
D'abord parce que si vous devez expliciter aux enfants ce que vous attendez d'eux, ça veut dire que ça doit être clair dans votre tête. Donc ça demande à réfléchir pour savoir où on va. Donc extrêmement important, extrêmement important. Cette année, on a fait des tunnels. On a fait des traversées des déserts, du désert, et on a fait des tunnels. On s'est assis par terre avec les enfants. On a fait des choses un peu bizarres. On a beaucoup frisé. Moi, j'ai appris à dire 70 et 90. On a écrit des petits secrets. On a lu des petites histoires avec des enfants de maternelle. Ils ont lu des histoires. Pardonnez-moi, je reprends ma phrase. Ils ont lu des histoires avec des enfants de première maternelle. Marie nous racontera ça tout à l'heure. Deuxième maternelle, troisième maternelle. Et on a pris conscience que c'était plutôt la normalité, en fait. Les enfants entrent assez facilement dans le décodage, si ce n'est la lecture. Et ils en prennent beaucoup de plaisir. Et cette image que j'ai trouvée très forte, parce que Vania, qui exprimait au départ ses difficultés dans la relation avec ces deux enfants-là, Zakaria et Malik, et à la fin de l'année, bien justement, on la voit prendre tant de plaisir à être dans la relation avec ces enfants-là, qui sont en train de lire. Donc j'espère qu'on a pu être cette année plus dans une présence à l'enfant, moins se poser la question de comment faire, mais plutôt comment être avec l'enfant, les rencontrer véritablement. Et on voit les visages détendus. On voit les visages détendus des deux. On a abandonné les méthodes de lecture, en tout cas dans la classe de Marie. J'espère que les enseignants de première, j'espère que vous aussi, vous êtes sortis de votre zone de confort, vous êtes mis dans ce moment de déstabilisation où on ne risque rien parce qu'on peut toujours revenir en arrière. Et dire, ok, je lâche la méthode, go, et je dis oui au moment présent et à la relation à l'enfant. Et donc, on a ces enfants qui se sont mis à lire dans les coins bibliothèques et à céder. On leur a fait des blagues et ils nous en ont fait. Ils nous en ont fait, mais finalement, ça nous a amené à de grands changements et à cette fusion qui n'était pas prévue. Encore une fois, cette posture d'accueil, vous voyez, quand j'ai commencé cet accompagnement, je savais où je voulais aller vers cette transition, transmettre cet essentiel-là de la posture et s'adapter aux contraintes de terrain. Mais jamais je n'aurais pensé aller jusqu'à là, fusionner deux classes. Parce que là, comme je vous le disais, c'est véritablement un ajout par rapport à ce qui a été fait à Gennevilliers. Mais en accueillant ça, parce que ça s'est présenté et que ça semblait juste, on en a tous profité. Et donc les enfants, grâce à cela, ont pu avoir des espaces de construction plus grands, plus de place, donc plus de calme. On n'a pas eu à choisir entre les jeux symboliques, les jeux de construction, les jeux, ce qui s'apparente plus aux jeux, et aux choses qui sont plus en accord avec l'apprentissage. Et puis on a évoqué cette année aussi l'irresponsabilité de l'État, qu'il faut maintenant assumer et dire, en obligeant les enseignants ou en donnant pas les moyens en tout cas, pour qu'il y ait obligatoirement 2 adultes par classe. Et donc cette fusion est née aussi pour ça. Comment on peut, avec les ressources dont dispose l'école, Valérie l'a expliqué, la directrice, c'était pas le cas au début d'année, c'était pas possible au début d'année, mais en s'arrangeant sur les ressources de l'école et en répartissant les rôles là où ça semblait le plus urgent, on a pu avoir une personne supplémentaire à temps plein pour 2 effectifs classes, ce qui fait qu'il y avait 3 adultes par classe. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, je le redis. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir cette aide supplémentaire humaine, mais peut-être que ça peut aider de se dire que, ok, maintenant on ne l'accepte plus. On ne l'accepte plus, on cherche des solutions ensemble. Et on peut le faire. Ça, c'est une piste, la fusion. Et continuer à en parler. Je suis certaine que dans les années qui viennent, ça va changer. On a parlé des regroupements, ça a été un moment fort aussi. Les moments de regroupement, à quel point ils sont structurants, que ce sont des moments où on continue de transmettre des fondamentaux, des moments où on explicite ce qu'on attend aux enfants,
des moments où on en profite pour donner davantage corps aux choses vertueuses qu'on a vues dans la classe en les décrivant. Ce sont des moments véritablement piliers dans la classe. Alors, ils ne sont pas systématiques, comme d'habitude, mais ils sont nécessaires. On a pris conscience, j'espère, que ces enfants qui parfois ne s'engageaient pas dans les activités, c'est parce que ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils manquaient de confiance. Et que même si nous, on finit par penser qu'ils ne sont pas capables parce qu'on rentre complètement dans leurs croyances, eh ben c'est à nous de faire l'effort et de dire « Ok, eh ben on y va quand même. Et même si au fond de moi, je pense que tu n'y arriveras pas, c'est pas grave, je me bats contre mon idée. Et on essaie quand même. » Et pareil, cet enfant-là qui a changé de visage, même s'il était déjà en son cheminement-là depuis la transformation des classes, il y a eu un véritable passage à la vitesse supérieure. Vania me disait ce matin que cet enfant commençait à déchiffrer, c'est ça? Non, il s'intéressait aux lettres et commençait à décoder. C'est ça. Et écrire. Il y a quelques mois, c'est quelque chose qui n'aurait pas été pensable. Il n'osait même pas se diriger vers les encastrements cylindriques. Et il avait un visage figé qui n'invitait pas du tout à la rencontre. Et on a eu des moments magnifiques de câlins. Des câlins qui ne sont pas du tout un détail, qui sont des manifestations qu'on est sur le bon chemin. C'est l'intériorité de l'enfant qui se trouve en joie d'être enfin accueillie et reconnue pour ce qu'elle est et qui s'exprime et qui remercie. Ce sont des câlins furtifs. Hop, ils nous étreignent comme ça, ils partent. Ou ça va être « je t'aime madame, je t'aime monsieur » et puis hop, ça sort comme ça, on est nous-mêmes surpris. Et comme je le disais, ça c'est à la fois le signal et l'objectif. On doit rechercher ça. Parce que s'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'on stagne. Il faut que ça arrive régulièrement toute l'année. Sinon, ça veut dire qu'on stagne. Important, je pense une chose importante de cette année aussi, ça a été de parler de cette responsabilité qu'on donne aux enfants pour éviter la compétition. Maintenant que tu sais, tu transmets. Même si ce savoir que tu viens d'avoir là, il y a 2 minutes, il est encore tout frais, mais tu viens de faire une découverte. Et tu transmets immédiatement. Et c'est très fort. Et ça aussi, c'est complètement une démarche politique dans le sens noble du terme. On passe à l'étape suivante, même si la précédente n'est pas acquise. Je pense que c'était une phrase qui était importante. D'écrire plutôt que d'évaluer. On disait que, à force d'évaluer, on a l'air bien malin parce qu'on cherche à développer l'autonomie des enfants, l'autonomie physique, l'autonomie au quotidien, l'autonomie dans l'action. Et on ne se rend pas compte que par nos mots, par nos jugements, on détruit complètement l'autonomie intérieure. On a des enfants qui n'ont plus confiance en eux, qui pensent qu'ils sont ceci ou cela parce qu'on n'a pas arrêté de leur dire. Et pour moi, la dernière journée, c'est conclu avec cette phrase-là de la directrice de l'école 4 saisons, qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Et c'est tout le message, je pense, qu'il faut retenir de cet accompagnement. Les enseignantes sont devenues très, très autonomes. La transformation des enfants a eu lieu dans ce contexte. Elles ne viennent pas avec des problèmes, elles viennent avec des solutions. C'est cela qu'elles transmettent aux enfants. Ce qu'on a vu chez les enfants, cela s'est d'abord opéré chez les adultes et c'est ce qui a permis de l'installer chez les enfants. Le facteur le plus déterminant, c'est vous.